Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. L'autre jour en consultation, j'ai eu l'occasion de voir une petite chatte pour des problèmes d'attaque sur sa propriétaire. J'ai été un peu étonnée d'entendre que la première phrase prononcée par celle-ci a été « Je vous préviens, je ne prendrai pas de deuxième chat ». C'est vrai que c'est souvent une interrogation des propriétaires. Est-ce qu'avoir un deuxième chat va aider le premier ? On y a déjà consacré un épisode pendant la première saison et si vous voulez le retrouver, c'est l'épisode 25. La réponse, pour faire court, c'est « ça dépend ». Mais nous qui avons appris dans les formations que nous avons suivies que les chats étaient des animaux plutôt solitaires, on est parfois étonné de voir à quel point certains chats sont au contraire plutôt très attirés par les autres et créent de vraies relations entre chats. Pour autant, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Adopter un second chat en espérant que cela va tout résoudre, c'est souvent une mauvaise idée. En tout cas, c'est prendre un risque. Et par contre, je crois Mathilde que tu as fait une lecture intéressante sur le sujet récemment. Et oui Laure. En cherchant un peu d'inspiration pour cet épisode, je suis tombée sur une review de la littérature qui décrit les comportements intra- et interspécifiques des chats. Une review de la littérature ou revue en français, c'est un article qui synthétise les différents résultats obtenus sur un sujet. On recherche tous les articles qui parlent d'un thème précis, on ne garde que les meilleurs, c'est-à-dire ceux dont le protocole expérimental est sérieux, avec un échantillonnage suffisant et le moins de biais possible, et on les analyse. En l'occurrence, la review qu'on va évoquer ici s'est penchée sur la description des relations entre chats et entre chats et humains. L'objectif de cette étude est de s'interroger sur le caractère solitaire ou non du chat, à partir de ces différentes descriptions faites dans des colonies de chats libres. Ce que l'étude souligne d'abord, c'est que de nombreuses observations ont montré qu'il existe des interactions affiliatives, c'est-à-dire positives, entre les chats. Celles-ci viennent en général toujours des mêmes individus. Parmi ces interactions, on observe des frottements mutuels, des toilettages mutuels ou des chats qui dorment côte à côte. Mais l'étude décrit aussi quelques observations de chats qui jouent ensemble, avec des courses-poursuites, des fausses bagarres, etc. Il est bien souligné que ces interactions ne sont pas des agressions, parce que les chats se retiennent de manière visible. En fait, ils font semblant, ce qui est le principe du jeu, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans un épisode consacré au jeu. On espère parce qu'en fait, on cherche un invité pour venir nous parler du jeu qu'on ne trouve pas. Donc si parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a quelqu'un qui veut parler jeu avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et si je reviens sur le sujet, de manière générale, il semblerait que les femelles initient plus souvent les interactions positives et que celles-ci ont plutôt lieu entre femelles, ou entre une femelle et un mâle plus âgé. Entre mâles, c'est assez rare. Un autre type d'interaction fréquent dans les espèces sociales, c'est le soin aux jeunes. Plusieurs études soulignent ici que les femelles soignent leurs chatons en commun, voire mettent bas côte à côte. Les mâles ne participent en revanche jamais aux soins aux jeunes. Il est intéressant de souligner que les chatons montrent rapidement des préférences pour certaines femelles, ce qui montre qu'ils établissent des relations avec elles. Cela dit, on m'a plusieurs fois fait part d'anecdotes de chats mâles, souvent castrés, souvent âgés, qui interagissent positivement avec des chatons, par exemple chez des éleveurs ou en famille d'accueil. Mais à ma connaissance, un tel comportement n'a jamais été analysé de manière scientifique. Là encore une fois, je vais faire un appel, si l'un d'entre vous a des infos à nous transmettre, n'hésitez pas à le faire. Et pour revenir à notre sujet du jour, concernant les agressions, elles sont relativement rares dans un groupe de chats stables. Elles peuvent augmenter autour de l'heure du nourrissage lorsque les chats anticipent l'arrivée de la nourriture et se réunissent de manière plus concentrée. Alors attention, le fait que les agressions soient rares ne veut pas dire que tous les chats sont sociaux et sociables entre eux. Comme cette étude se penche sur les observations faites sur des groupes de chats, il n'est pas question ici des chats qui choisissent de vivre une vie plus solitaire. Pourtant, ce mode de vie est aussi très bien décrit chez le chat domestique. L'étude évoque enfin les contacts entre les chats et les autres espèces. D'abord, des contacts positifs des chats vers les humains sont décrits, même dans des colonies de chats libres. Cela souligne que certains chats sont naturellement intéressés et motivés à venir voir les humains. Enfin, les contacts entre les chats et d'autres espèces sont également notés. La review s'intéresse aux interactions qui ne sont pas de la prédation, donc qui ne sont pas de la chasse du chat vers la faune sauvage. Les espèces avec lesquelles le chat entre en interaction pour autre chose que de la prédation, je le redis, sont les ratons laveurs, les vautours, les daims et les opossums. Bon, c'est surtout des études qui sont faites ailleurs qu'en Europe, vous vous en doutez. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire ici. Moi, je m'attendais un peu à des chats qui jouent avec des ratons laveurs, mais malheureusement, c'est pas le cas. Les chats passent en fait surtout du temps à observer
observer la faune sauvage de loin ou à mettre les ratons laveurs à distance avec des coups de patte ou en feulant par exemple. Et en conclusion, cette review, elle dit qu'il faut nuancer la notion d'espèce solitaire concernant le chat. Il est évident que certains chats sont capables d'établir de vraies relations entre eux et certaines études décrivent des relations très claires entre les chats. Des constats précédents avaient établi que les regroupements de chats relevaient davantage de la tolérance mutuelle. Mais les observations relevées ici prouvent qu'il y a parfois un peu plus que juste de la tolérance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grande variabilité d'un chat à l'autre et peut-être aussi une variabilité environnementale, probablement d'ailleurs. On l'avait déjà un peu dit dans notre premier épisode sur le sujet, les chats se regroupent là où les ressources sont abondantes. Il est donc possible que si celles-ci se raréfient, les relations entre chats se distendent également. Et enfin, certains chats ne développeront jamais un grand intérêt pour les autres chats. C'est une question à la fois de tempérament individuel, mais aussi probablement de conditions de développement. Et de la même manière, l'intérêt des chats pour l'humain est variable individuellement et probablement d'origine multifactorielle avec une grande importance de la génétique et du tempérament. Pour en revenir à la petite chatte du début, pour elle, c'était vraiment pas une bonne idée de lui prendre un congénère. Elle avait été récupérée à 1 semaine dans une boîte à chaussures, elle avait toujours grandi toute seule et au moment où je l'ai vue, elle avait 9 ans. Donc autant dire que pour elle, qui n'avait jamais vécu avec un autre chat, c'était plutôt hors de question de la faire cohabiter avec un autre. On espère que cet épisode vous aura intéressé. C'est toujours sympa de remettre en question des notions qu'on a apprises à l'école pendant nos études. Donc voilà, à tous ceux qui se demandent si le chat est social et solitaire, on va encore répondre, ça dépend. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à le partager autour de vous. Et pour toute question ou témoignage, il y a toujours notre Instagram Vétologie ou l'adresse mail du podcast vétologie.podcast@gmail.com. Et on vous dit à très bientôt sur Vétologie. Et abonnez-vous!